Bonjour, avec vous Esma, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aborder la certification STQB, mais aujourd'hui ça va être le niveau avancé, c'est par rapport au test manager. Je vais vous expliquer tous les détails nécessaires afin de réussir à votre certification test manager. Bien sûr, quand vous allez voir au niveau de la partie de l'ensemble des certifications STQB, il y a une bonne partie que c'est que de la théorie, mais je vais vous rajouter des exemples concrets, comme ça vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et vous serez aussi capable de travailler en tant que test manager, parce que ça sert à rien que vous soyez certifié la certification test manager, mais en pratique vous pouvez pas effectuer les tâches d'un test manager. C'est pour cela, au niveau de cette formation, je vais vous combler pratique avec théorie. Comme ça, vous allez avoir les deux et vous allez mieux comprendre la certification et aussi avoir la certification et travailler en tant que test manager, que ce soit maintenant ou par la suite en avenir, si actuellement vous êtes un testeur et vous voulez passer vers un poste managérial et devenir un test manager. Si par la suite, le contenu de notre chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager avec les personnes qui sont intéressées par le domaine du test logiciel, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Comme ça, notre communauté va agrandir et YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. C'est parti, on va commencer l'explication de la formation de STQB Test Manager. Là, pour déjà passer votre certification de test manager, STQB Test Manager, vous devez déjà avoir la certification fondation. C'est le niveau basique pour pouvoir passer les autres niveaux des certifications STQB. Voilà ici au niveau du schéma, vous voyez qu'il y a la certification STQB Fondation, Certified Tester, et par la suite, si vous voulez avoir l'agile, vous devez impérativement avoir la fondation, et aussi, si vous voulez avoir l'advanced level, c'est-à-dire le niveau avancé, vous devez déjà impérativement avoir la certification STQB. Si vous voulez être certifié en test manager et vous n'êtes pas encore certifié au niveau de la certification fondation, il y a déjà ma formation avec les exercices et la correction que vous pouvez avoir une idée sur la certification, bien sûr la préparer et la passer. Et par la suite, vous pouvez passer à ce niveau et passer à la certification test manager. Si vous avez déjà la certification fondation, vous avez une idée sur les certifications STQB et vous savez que celle-là, c'est la base. Et bien sûr, actuellement, vous pouvez passer les autres certifications telles que la certification test manager. Pour parler de la certification test manager, là, au niveau des durées, si vous avez déjà passé la fondation, vous savez que la durée, c'est 60 minutes. Là, la particularité de niveau avancé, il y a plusieurs certifications où la durée, c'est que 60 minutes. Par contre, pour le niveau supérieur, le test manager, la durée, c'est 3 heures. Et ça, il faut retenir. Et le nombre de questions, note de passage, vous devez avoir 65% comme note de passage, pareil comme la certification fondation. Là, pourquoi je voulais vous montrer la durée? Parce que il faut pratiquer à des exercices et réussir à gérer l'ensemble des questions, les 65 questions, et avoir un pourcentage de plus que 65% en 3 heures. Est-ce que vous arrivez à être concentré pendant 3 heures? Est-ce que c'est dur? Tout ça, il faut le travailler selon la personne. C'est pour cela, je voulais vous mettre ce point qui est essentiel. La particularité de cette certification, c'est que vous avez 3 heures par rapport à fondation. Parce que tout simplement, la fondation, on peut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de questions de réflexion et d'analyse, mais maintenant, vous avez passé au niveau supérieur. Là, ça va prendre plus de temps pour passer votre certification. Les conditions, ils sont les mêmes. Si vous allez passer la certification, par exemple, en français, et vous n'êtes passé pas votre langue avec lesquelles vous communiquez, par exemple, vous êtes arabe et vous voulez passer en français, vous avez la possibilité, lorsque vous achetez votre certification, pour passer l'examen, de cocher un bonus où vous demandez 15%, 15 minutes de plus. Ici, ça va être plus, ça va être 45 minutes. C'est vous demandez 25%
de plus de temps. Ça vous aide les personnes. Surtout, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme moi, des Marocains, des Tunisiens, qui passent ces certifications et qui oublient de demander le bonus. C'est mieux de le demander. Si vous les utilisez, c'est bien. Si vous ne les utilisez pas, c'est quand même, vous pouvez revoir vos questions et s'assurer que vous avez bien répondu à vos questions. Là, on va passer au point qui est essentiel et le point avec lequel je fais toujours attention, c'est normalement au niveau des certifications, il faut qu'on se base sur le syllabus. Le syllabus, c'est la base. Et même si au niveau de la syllabus, vous allez trouver que l'ensemble des questions que vous allez trouver au niveau de votre examen, il se base sur ce syllabus. Si vous avez du temps, prenez du temps, essayez de l'imprimer. Si vous êtes au transport public, si vous êtes dans des salles d'attente, si vous avez entre les pauses déj, vous pouvez prendre une demi-heure et commencer à lire des parties. Mais c'est très intéressant de les lire parce que l'ensemble des questions que vous allez avoir pendant votre examen, il se focalise sur le syllabus. Vous n'allez pas trouver une question en dehors de ce syllabus. Et ça va être la base de notre certification. Point aussi essentiel que je vois, qu'il y a pas mal de personnes qui disent les certifications STQB, on voit pas des outils, des logiciels. Mais c'est ça, l'ensemble des certifications, ils sont théoriques. Si je vous rajoute des outils, je note comme quoi c'est bonus. Comme ça, vous savez que c'est au-delà de la certification. Mais c'est juste, je voulais vous expliquer une partie avec un outil spécifique. Mais au niveau de la certification, on est détaché des logiciels et plutôt on se focalise sur la manière avec laquelle on va gérer notre test logiciel. Quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, est-ce que Agile ou pas, DevOps ou pas, mais quel que soit le contexte, quelle que soit l'équipe, on peut trouver une solution pour travailler, augmenter la qualité de notre produit final. Voilà, comme j'ai dit, ça va être la base, le syllabus, ça va être notre base pour travailler cette certification et je vais prendre ce qui est mentionné ici pour vous expliquer en détail. Comme ça, lorsque vous allez effectuer la deuxième lecture, là, je vais essayer de vous donner l'ensemble des points qui sont essentiels au niveau de syllabus. Après le passage de la formation, lorsque vous allez faire votre lecture de syllabus, ça va être clair pour vous. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui disent, la première fois qu'ils ont effectué une lecture de syllabus, c'était pour eux c'est des Chinois abstraits, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais après les explications, des exemples, ça va être plus clair pour vous. C'est juste le début un petit peu qui est difficile. Mais comme ici au niveau de Test Manager, je sais qu'il y aura 80% des participants, ils ont déjà eu la certification fondation. Du coup, ils ont pris du temps pour comprendre comment ils ont réussi la certification fondation. Ils vont appliquer les mêmes astuces pour avoir aussi le Test Manager. C'est juste qu'il faut retenir en tête qu'il y a la durée qui est un petit peu plus par rapport à la fondation, mais c'est quand même c'est gérable avec les questions. Une fois que vous allez se focaliser sur les questions, le temps va passer très vite et j'espère que tout le monde va réussir la certification. D'ailleurs, c'est notre but à partir de cette formation. Je fais mon mieux pour vous expliquer l'ensemble des points abordés au niveau de syllabus et aussi avec des exercices et la correction. Comme ça, vous serez prêts le jour J. Je voulais vous informer qu'il y a aussi une formation complète sur la certification en Test Manager. Et aussi, vous avez un espace de QR où vous pouvez me poser des questions, vous pouvez m'envoyer des messages en privé et je peux traiter aussi vos demandes. Et là, je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo, en barre de description, et vous pouvez cliquer sur le lien. Vous serez redirigé directement vers la formation. Là, au niveau de la certification STQB NIFU Fondation, on a vu que les processus fondamentaux de thèse comprend 4 activités suivantes. La planification et contrôle, l'analyse et la conception, implémentation et exécution, évaluation et critères de sortie, information et les activités et clôture de thèse. Au niveau de niveau avancé, on va les décortiquer et normalement, on va passer à cette phase. C'est la gestion, pilotage et contrôle. Il y a la partie analyse, il y a la conception, l'implémentation, exécution
évaluation des critères de sortie et information et activité de clôture de test. Là, si vous avez une question par rapport au nombre des activités de test, voilà pour le niveau STQB, niveau avancé. La gestion, pilotage et contrôle, c'est tout ce qui concerne la planification, la création de la stratégie de test. L'analyse, bien sûr, c'est pour s'assurer que notre besoin est bien borné, on arrive à savoir qu'est-ce qu'on va par la suite on va concevoir. Et au niveau de la conception, c'est on va commencer à concevoir notre cas de test. Bien sûr, ça se peut que on va faire la conception et l'implémentation au fur et à mesure, parce que tant que je suis en train de rédiger les cas de test, je suis en train de penser à l'implémentation, les jeux de données que j'ai besoin, avec quel outil je vais effectuer l'exécution, aussi comment je peux exécuter ce cas de test. Est-ce que effectivement au-delà de ça, au-delà des jeux de données que je pensais, est-ce que je dois réserver d'autres jeux de données tels que carte bancaire pour les tests, la monnaie si on fait des systèmes embarqués. Il y a pas mal de moyens pour implémenter notre test. Aussi de penser si on doit préparer des environnements dédiés que pour les tests. Et par la suite, il y a l'étape de l'exécution. C'est là on va exécuter les cas de test qu'on a conçus ici. Et par la suite, l'évaluation des critères de sortie et information, c'est l'étape à la base de ce qu'on a exécuté et ce qu'on a conçu. On va voir combien de cas de test qu'on a pu dérouler, combien d'anomalies on a constaté, combien d'anomalies qui est bloquante, mineure, majeure, et aussi est-ce que lorsqu'on a créé des anomalies, est-ce qu'il y a des anomalies qui étaient corrigées tout de suite ou il y en a toujours par exemple des GIRA, et est-ce qu'on a une visibilité sur la date de la résolution. Et par la suite, bien sûr, on fait l'activité de clôture de test. C'est là on fait notre bilan, on présente, on s'assure est-ce qu'on va prendre la décision de faire un go ou un non-go vers la production. Maintenant, au niveau de ces étapes, on se focalise sur la première partie qui est la planification, suivi et contrôle des tests. Là, cette partie se concentre sur le processus de gestion, pilotage et contrôle des tests, comme indiqué dans le niveau fondation. Là, ces activités, ils sont dans les rôles de test manager. C'est juste pour s'assurer, lorsqu'on parle de planification, suivi et contrôle, on parle des tâches d'un test manager. C'est pour cela on se focalise beaucoup sur cette partie lorsqu'on est des test managers. Là, pour chaque niveau de test, la planification commence au début du processus de test. Pour ce niveau et continue tout au long du projet jusqu'à l'achèvement des activités de clôture. Même si on a la planification, c'est au niveau de la première phase, mais ça va vérifier l'ensemble des autres phases. Parce qu'on va vérifier, est-ce qu'on a planifié pour la conception, pour la partie exécution, est-ce qu'on arrive à respecter notre plan initial, est-ce qu'il n'y a pas des dérives, pourquoi ces dérives, tout ça, même si c'est le premier process au niveau de notre plan d'activité, mais on va garder un suivi tout au long du projet. Et là, on a dit jusqu'à l'achèvement des activités de clôture. Pour ce niveau, cela implique l'identification des activités et ressources nécessaires à la réalisation de la mission. Supposons j'ai un gros projet qui va venir, par exemple pour les Jeux olympiques en France. Je dois savoir est-ce que effectivement je dois les préparer avant les Jeux olympiques, ça c'est bien sûr. On doit les tester, s'assurer que le projet fonctionne. Aussi, combien de ressources il me faut. Déjà, je dois identifier l'activité pour en face de cette activité, je dois avoir des ressources qui vont faire, bien sûr, la conception, l'exécution, le suivi de cette activité, de ce projet. Et il y a des objectifs définis dans la stratégie de test. La planification de test inclut aussi l'identification des méthodes pour collecter
et suivre les métriques utilisées pour guider le projet, déterminer le respect du plan et mesurer l'atteinte des objectifs. En déterminant des métriques utiles pendant les étapes de planification, des outils peuvent être sélectionnés, des formations peuvent être programmées et des recommandations de documentation peuvent être établies. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'on souhaite, par exemple, passer vers l'automatisation de tests, je dois savoir, est-ce que vraiment mon équipe, ils ont les compétences pour effectuer l'automatisation? Est-ce que je dois juste les faire monter en compétences? Est-ce que je dois préparer des formations pour eux, que ce soit moi ou carrément on va déléguer ça à une société dédiée pour ça? Est-ce qu'on va juste faire des ateliers? Supposons, moi je sais faire l'automatisation, mais comme j'ai pas le temps pour faire l'ensemble des phases, je vais voir aussi avec une autre ressource au niveau de la société et on va faire des ateliers pour ces personnes pour les monter en compétences. Tout ça, on doit le déterminer pendant la planification. J'attends pas le temps où on va commencer à concevoir les scripts de l'automatisation et par la suite, je vais dire, je fais pour la conception, il me faut 2 semaines. Pour 2 semaines, c'est mort que je vais former, monter en compétences, donner du temps à ces personnes de comprendre comment on va faire pour l'automatisation. Et bien sûr, j'attends qu'ils font des scripts qui sont opérationnels. Par la suite, on va les exécuter. Bien sûr, c'est pas évident pour eux et c'est pas tenable au niveau du planning. Et c'est pour cela qu'on doit le penser à l'avance. Est-ce que, à l'aide des formations, est-ce que quand même je dois demander à des personnes de travailler de plus, de travailler aussi avec mon équipe pour les monter en compétences? Tout ça, c'est intéressant. Au niveau de la planification des tests, on se base sur une stratégie ou les stratégies pour le projet de test aident à identifier les tâches qui devraient arriver pendant les phases de planning. Par exemple, en utilisant la stratégie de test basée sur les risques, l'analyse des risques est utilisée pour guider les processus de planification de test au regard des activités, mitigation des risques requises pour identifier les risques produits et aussi pour aider avec le plan d'urgence. Si un nombre de défauts potentiels et sérieux relatifs à la sécurité sont identifiés, un effort significatif devrait être consacré au développement et à l'exécution des tests de sécurité. Au niveau de projet en tant que test manager, on travaille avec plusieurs manières, mais la majorité on fait une stratégie de test, soit qu'on a déjà de l'expérience au niveau des sujets, c'est-à-dire on a déjà travaillé, supposons on travaille dans une société qui fait des systèmes embarqués pour le transport public. Sûrement, on a fait le transport public pour une autre ville, pour un autre pays. Du coup, on a tiré de l'expérience par rapport aux autres sujets. Est-ce qu'on doit planifier plus on doit fixer plus large pendant la conception? Est-ce que aussi au niveau de le besoin rédigé par le business analyst, ça nécessite qu'on va retravailler, de vérifier, de faire la revue dès qu'on reçoit les spécifications fonctionnelles pour détecter s'il y a une malcompréhension, et s'il y a de la redondance, s'il y a de l'incohérence, s'il y a dans une partie ou une autre des choses qui sont contradictoires avec d'autres parties. Tout ça, c'est mieux qu'on fasse une revue. Si on a déjà vu qu'il y a des choses qui ne correspondent pas aux besoins de clients, pendant la rédaction de besoins, on doit faire des réunions où on donne aux testeurs qu'ils font la revue de ces documents rédigés par le business analyst ou les mots. Par la suite, on peut faire une stratégie, on va se focaliser sur combien on va concevoir de cas de test, les cas de test qu'on va les faire, pour quelle partie on va se focaliser plus pour tester, quels sont les risques qu'on peut avoir, les risques produits, les risques projets. Ça, on a déjà vu au niveau de la certification fondation, les risques projets et les risques produits, mais bien sûr, je vais vous donner l'ensemble de détails. Et aussi, je vais vous donner aussi un cas concret de l'élaboration de A à Z d'une stratégie de test, comme ça pour les personnes qui vont passer vers le poste supérieur où ils n'ont jamais fait de stratégie de test, parce que j'ai travaillé aussi avec des boîtes où j'ai vu qu'ils font pas de stratégie de test. C'est juste les personnes, ils récupèrent des plans de test de d'autres sujets, ils l'adaptent, ils continuent. Même si je suis pas d'accord avec cette phase,
Mais pour eux, c'est une perte de temps de faire de la planification, de la stratégie. Et les équipes de testeurs, ils sont des équipes matures. On continue avec cette manière. Mais quand même, je préfère que de travailler avec une façon structurée, d'avoir la planification, le suivi et les contrôles. Et il y a aussi l'implémentation, la conception, toutes les étapes. Comme ça, on aura une vérification de toutes les process et on est s'assurer qu'on respecte le planning et qu'on respecte aussi la qualité de produit. Est-ce que vraiment on travaille pour augmenter la qualité de produit et de trouver des anomalies, ou c'est juste on travaille avec un plan de test qui a fonctionné pour un projet et on l'applique pour l'ensemble des autres projets, même si on ne sait pas est-ce qu'on détecte des anomalies ou pas, est-ce qu'on respecte le planning ou pas. C'est juste on travaille à l'aveuglette. Je préfère dans des projets qui durent dans le temps qu'on aura une planification à l'avance et par la suite, au fur et à mesure, on fait le suivi. Pourquoi on fait le suivi? Parce que parfois, on va rater des étapes, on va prendre plus de temps sur des étapes, on doit vérifier pourquoi on a pris plus de temps. Est-ce que c'était une mal planification ou c'est juste des imprévus qui n'ont jamais arrivé pour X raisons? On a eu par exemple pour la pandémie, on a eu par exemple les frontières qui sont fermées, on peut pas récupérer du matériel de d'autres pays. Est-ce que ça, qui n'arrive pas toujours et ça arrivait dans ce cas, on peut pas le savoir dès l'avance, ou c'est juste parce que j'ai une équipe qui est junior, qui prennent du temps pour qu'il effectue les tâches et ça nécessite plus de temps pour eux. Tout ça, je dois effectuer une planification et je garde un suivi. Et si nécessaire, le suivi et le contrôle, on doit trouver des solutions. Si l'équipe a besoin de les monter en compétences ou de les piloter côté technique ou fonctionnel, je vérifie. Si c'est côté technique, je vérifie si je peux les monter, je fais des ateliers pour les outils de thèse. Si c'est le côté fonctionnel, je vérifie par rapport à ma maîtrise de la partie fonctionnelle, où je demande au business analyst d'expliquer correctement le besoin pour mon équipe. Comme ça, il n'y aura pas des mauvaise compréhension du besoin, parce que si le testeur n'a pas bien compris le besoin, il peut pas concevoir des cas de test qui répondent aux besoins et qui vont détecter des anomalies dans le système. Là, on va aborder pilotage et contrôle des tests. Avant de permettre au test manager de fournir un contrôle efficace de test, un planning de test et un cadre de mesure doivent être établis pour permettre le suivi des livrables et des ressources par rapport à ce plan. Moi, j'ai vu pas mal de personnes qui disent que moi, je fais confiance à mon équipe, j'ai pas besoin de faire des métriques pour savoir l'avancement au niveau du projet. C'est pas question qu'on fait pas confiance à l'équipe, mais lorsqu'on fait un planning et on garde un suivi contrôle, on gère aussi nos tâches. C'est pas juste pour les testeurs, que ce soit que les testeurs juniors ou l'ensemble des testeurs, mais plutôt pour les métriques de l'activité. C'est pour s'assurer est-ce qu'on est vers le bon chemin ou on doit faire des ajustements et des modifications pour améliorer ce qu'on est en train de faire. C'est pas question de juste on est en train de contrôler l'équipe, on contrôle pas le travail de l'équipe, on fait confiance à notre équipe, mais on est une équipe mature, mais quand même on contrôle l'activité pour savoir pour X raisons. Ça se peut qu'il y avait une semaine on n'avait pas les accès à les environnements de test, on n'a pas pu exécuter des tests. Il y a une semaine on n'a pas eu des jeux de données pour effectuer quelques tests, et là avec le temps on va oublier qu'est-ce qu'on a eu. On va tracer pas avec des mails. On reçoit des centaines de mails par jour. Comment on va mentionner lorsqu'on va faire un bilan de suivi ou un bilan à la fin pour faire le rétrospectif de notre projet? Comment on va savoir est-ce qu'on a réalisé le produit correctement? Est-ce qu'on a utilisé par exemple, est-ce qu'on a fixé un deadline, on a pu le respecter? Comment on doit mentionner les points à améliorer au niveau de notre équipe et aussi au niveau de projet. Tout ça, ça relève des KPI, les métriques qu'on va vérifier pour s'assurer est-ce qu'on est vers le bon chemin pour
achever notre projet et s'assurer qu'on a la bonne qualité. Ça, c'est juste un point. Ça se peut qu'il y ait toujours parmi les participants à ma formation disent je suis pas d'accord à faire des suivis, des contrôles, mais c'est une étape essentielle, surtout si vous travaillez dans des grandes structures avec des produits et des projets qui durent dans le temps. On travaille pour un projet pour 4 ans, plus, voire 6 ans. Et dans ce cas, on doit savoir des métriques, on doit avoir aussi les preuves de thèse. Il y a aussi des personnes qui demandent pourquoi on demande des preuves de thèse. Est-ce que question de confiance? Non, mais c'est juste lorsqu'il y a des régressions, on doit s'assurer est-ce que effectivement le jour J, on a exécuté le test, ça s'est déroulé correctement. Vraiment, et c'est juste pourquoi je vous dis ça aide le test manager à mieux comprendre ou aussi le testeur qui souhaite passer vers le poste de test manager de mieux comprendre le positionnement ou la position de test manager. C'est à travers tout cela, lorsque vous allez commencer à lire un petit peu le syllabus, vous allez voir comme quoi on a des directives à respecter pour mieux amener notre projet informatique pour augmenter la qualité de produit final. Voilà, comme on a dit, on doit faire un contrôle efficace, un planning de test et un cadre de mesure doivent être établis pour permettre le suivi des livrables et des ressources par rapport à ce plan. Ce cadre doit inclure les mesures et les cibles détaillées qui sont nécessaires pour les états de livrables de test et les activités au plan et aux objectifs stratégiques. Voilà, on fait un planning, par exemple pour les livrables, le suivi de livrables, aussi les ressources et aussi on doit s'assurer qu'on va les respecter à l'aide des objectifs stratégiques. Pour des projets petits ou moins complexes, il peut être facile et lier des livrables et les activités de test au plan et aux objectifs stratégiques fixés, mais généralement des objectifs plus détaillés sont nécessaires pour atteindre cela. Ceci peut inclure les mesures et cibles pour atteindre les objectifs de test et la couverture de la base de test. Même si on a un grand projet, normalement on va le découper sous forme à des lots ou par exemple, on a un projet pour 4 ans, on va pas travailler une stratégie pour 4 ans, on va pas tout noter, mais plutôt on sait qu'on va, par exemple, les 3 mois ou les 6 mois prochains, on va travailler sur une bonne partie. Dans ce cas, on va faire pour la stratégie de test que la bonne partie qui nous intéresse. Et on va mentionner l'ensemble des points qui sont nécessaires au niveau de la stratégie de test. On va faire un plan initial, et les prérequis qu'on a besoin, et aussi les deadlines à respecter. On doit avoir une date quand est-ce que, par exemple, les développements, on est sûr qu'ils vont terminer pour qu'on entame notre phase. On mentionne, par exemple, qu'on a le risque si on n'est pas livré, si on n'a pas eu le build rapidement, on peut pas commencer les tests et ça peut impacter notre planning par rapport à l'exécution de ces tests. Tout ça, on peut le noter. Et au fur et à mesure qu'on est en train de progresser au niveau du projet, on fait des stratégies de test pour les lots qui viennent. C'est un acheminement des étapes. On sait que c'est le même projet, mais on le découpe sous forme des stratégies pour couvrir mieux l'ensemble des risques, que ce soit des projets ou produits, et aussi pour cibler parfaitement le chiffrage côté ressources et aussi l'activité. Pour une activité qui dure pour 4 ans, c'est difficile de gérer combien de temps il me faut pour concevoir, pour exécuter, pour implémenter l'ensemble des phases de test. Mais lorsque je découpe juste une partie, je sais par exemple pour juste la partie d'achat en ligne, la partie d'inscription que l'utilisateur puisse avoir un compte au niveau de l'application, je sais à peu près combien ça peut prendre au niveau de développement. Je sais combien de fonctionnalités on doit tester et j'ai une visibilité sur les points qui sont risqués. C'est-à-dire pour le bouton paiement, lorsque je dois cliquer sur le paiement, le total doit être correct. Les informations au niveau du ticket de caisse du client doit être correct. Si par exemple le client doit acheter juste avec une carte bancaire, si c'est au niveau de caisse, il doit combiner plusieurs paiements. Est-ce que tous ces cas, ils sont couverts. Par exemple, le client peut passer la moitié en carte bancaire et la moitié en espèces. Est-ce que le rendu monnaie est correct, l'ensemble, le total est correct? Tout ça, on doit les couvrir parce qu'on peut dire que la partie paiement est sensible. Si cette partie n'est pas correcte, le client ne sera pas satisfait. On aura un impact client direct.
Et il y a des cas, on peut dire que c'est en P3, qui est rarement qu'on a des anomalies. On peut laisser au dernier, on peut faire que quelques tests par rapport aux parties qu'on juge qui ne sont pas critiques. Voilà pourquoi c'est mieux de découper aussi votre stratégie et pour fixer des objectifs, s'assurer de votre planning et aussi s'assurer combien de tests vous pouvez écrire. Il est très important de lier le statut des livrables et des activités de test à la base de test d'une façon compréhensible et utile pour les parties prenantes techniques et le métier du projet. Il faut définir des objectifs et mesurer l'avancement par rapport aux conditions des tests et groupes de conditions de test. Voilà, c'est mentionné au niveau de syllabus. Il faut définir des objectifs. Ça, c'est pour les personnes qui sont au niveau du test. On n'a pas besoin, on travaille juste en agilité, on fait confiance à l'équipe, on n'a pas besoin de métriques. Mais même si vous travaillez en agilité ou quel que soit le contexte, même si l'équipe est mature, fonctionne en autonomie, on doit définir des objectifs et mesurer l'avancement par rapport aux conditions de test et groupes de conditions de test. Une traçabilité correctement configurée, incluant la capacité à communiquer sur l'état de traçabilité, rend plus transparente et compréhensible les relations complexes entre les livrables du développement, les bases de test et les livrables de test. Supposons moi j'ai reçu les spécifications fonctionnelles et je vais commencer à concevoir. Je dois savoir, je peux quantifier combien de cas de test j'ai pu conçu et aussi pour combien de temps. Supposons nous on a mis pour le chiffrage ces 10 jours, on peut avoir pendant ces 10 jours combien on a pu écrire que de cas de test. S'il y avait moins par rapport à ce qui était planifié, on peut demander pourquoi. Est-ce qu'il y avait des allers-retours vers le business analyst? Est-ce que le fonctionnel était complexe ou le business analyst n'a pas bien détaillé le besoin? À force qu'on est à chaque cas de test, on a besoin de la concevoir. On fait des demandes particulières au business analyst. Dans ce cas, au niveau de retour d'expérience, sans viser des personnes, on peut noter que le besoin il doit être défini, revu et s'assurer que le besoin clair et bien défini correspond et répond aux besoins du client final. Aussi, c'est au niveau de la conception, on a des personnes qui sont juniors et pour eux, la conception est difficile. Ils savent pas concevoir, mais plutôt pour eux, le système avec lequel on travaille. Par exemple, on travaille au niveau de transport public et une personne qui vient de travailler trouve que notre fonctionnel est très nécessite du temps pour le comprendre. Dans ce cas, soit qu'on va l'accompagner avec une autre personne, soit qu'on va le demander, c'est juste, on lui donne du temps de plus. Comme ça, on va investir au niveau du temps pour que la personne soit montée en compétence au niveau de la partie fonctionnelle de ce projet. Voilà, si je vois qu'il y a des dérives, je dois comprendre le pourquoi et non pas laisser jusqu'à la fin pour faire des remarques. Le suivi, c'est tout au long du projet. Par exemple, j'ai une équipe qui doit, la semaine prochaine, doit terminer la conception et on a démarré aussi cette semaine. J'attends pas la fin de la semaine prochaine pour dire pourquoi on n'a pas finalisé la conception, mais actuellement, je peux vérifier l'état d'avancement. Même un fichier Excel, on peut faire un fichier l'état d'avancement et je demande est-ce qu'ils ont pu avancer. Si je vois par exemple moins de 20%, je demande est-ce qu'une semaine ils ont fait que 20% et pour la semaine prochaine ils vont faire 80%? Non. Dans ce cas, déjà il y a une alerte. Je demande le pourquoi. Est-ce qu'il y avait des personnes qui sont absentes? Est-ce qu'il y avait pour un besoin critique, il y a des ressources qui sont passées vers un autre projet? Tout ça, on doit le comprendre, l'expliquer et trouver des solutions de contournement. Comment on va contourner ce retard au niveau de la conception. On a dit parfois, les mesures détaillées et les cibles que les parties prenantes souhaitent suivre ne sont pas directement liées aux fonctionnalités du système ou à une spécification, surtout s'il y a peu ou pas de documentation formelle. Par exemple, une partie prenante côté métier peut être plus intéressé par l'établissement d'une couverture par rapport à un cycle opérationnel métier, même si la spécification est définie en termes de fonctionnalité système. L'implication
des parties prenantes métiers tôt dans le projet peut aider à définir des mesures et objectifs qui pourront non seulement être utilisés pour aider à fournir un meilleur contrôle pendant le projet, mais peut aussi aider à conduire et orienter les activités de test tout au long du projet. Par exemple, des mesures et objectifs fixés par les parties prenantes peuvent résulter en une structuration des livrables, de la conception et de l'implémentation de livrables, tests et ou de planning d'exécution afin de faciliter un contrôle précis de l'avancement du test en rapport avec ces mesures. Ces objectifs aideront aussi à fournir une traçabilité pour un niveau de test spécifique et ont le potentiel d'aider à fournir des informations de traçabilité entre différents niveaux de test. Pour cette partie, c'est intéressant, comme actuellement on le fait au niveau de l'agilité, il faut inclure les parties prenantes, ou en anglais c'est le stakeholder, c'est-à-dire le client final. On peut dire, c'est le client qui nous paye pour réaliser ce projet. Dans ce cas, le mieux d'inclure, déjà pour augmenter la satisfaction client, de s'assurer ce qu'on est en train de faire est correct, et déjà eux, ça se peut qu'ils ont une vision mieux par rapport à nous. C'est eux qui vont utiliser le système. Et du coup, si on crée quelque chose, on les présente pour eux, soit qu'ils sont OK, soit qu'ils ont des remarques. Et on peut ajuster le produit selon les modifications qu'ils le demandent. Et ce qui est bien, on peut faire des métriques. Par exemple, moi j'avais des équipes qui sont dans un autre pays et moi je ne suis pas tout le temps avec eux. Je ne sais pas combien de cas de tests ils ont réalisés. Moi, pour l'objectif que je fixe, il y avait aussi un décalage d'horaire. Le temps que je commence, ils ont un décalage de 3 heures, voire 4 heures lorsqu'il y a une différence, il y a une heure de plus. Et là, par exemple, lorsque moi, je commence à 9 heures, chez eux, soit midi, soit 13 heures. Ils sont en pause déj. Moi, lorsque je suis en pause déj, eux, presque, ils vont finir leur journée. Et pour trouver une solution à ça, on travaille qu'avec des métriques, c'est-à-dire des fichiers Excel. Dans le SharePoint, c'était des dossiers partagés et la personne, il mentionne, par exemple, pour la journée X, combien il a conçu de cas de test. Et aussi, j'ai le lien, je peux accéder sur l'outil HPALM et je vois les cas de test qu'il a pu les concevoir. Bien sûr, je vérifiais pas chaque jour l'ensemble des cas de test, mais je prends par exemple chaque 3 jours, je fais une revue sur les cas de test et je note mes remarques si nécessaire. Si bien sûr, avec l'équipe, il y a des personnes qui sont autonomes à 100% lorsqu'il écrit des cas de test, même si je le vérifie sur le système, je sais qu'il correspond parfaitement aux besoins qui sont conçus pour eux. Je sais qu'ils vont détecter les anomalies au niveau de la partie précise. Voilà, selon le contexte de votre projet, vous êtes un test manager, c'est à vous de voir une méthode efficace et vous pouvez même voir avec les parties prenantes. Supposons soit qu'il y a une sous-traitance, soit c'est vous carrément, c'est une partie prenante et derrière c'est juste vous travaillez dans la même société, mais il y a des personnes qui ont mis le besoin. Et nous, il y a de l'équipe de développement qui ont développé le besoin et nous, on est en train de le tester. On doit s'assurer qu'on est en train de faire un travail de qualité et bien sûr, on s'assure qu'on respecte le planning. C'est pas parce que l'équipe de développement, ils vont nous livrer la fin du mois et nous, on va attendre la fin du mois pour commencer à lire les spécifications fonctionnelles, à concevoir, à créer de la stratégie. On fait un travail. Dès que, par exemple, même une fois que les devs ils vont commencer, une fois qu'on a les spécifications fonctionnelles rédigées par les business analysts, les devs ils peuvent commencer le développement et nous aussi, la partie test, on peut commencer notre travail. La stratégie de test nécessite du temps, d'analyse, de vérification. Parfois, la revue des spécifications fonctionnelles nécessite aussi du temps, la vérification de la documentation et aussi la conception. Une fois qu'on va terminer la conception et le développeur a terminé le développement, bien sûr, avec l'implémentation de l'ensemble des jeux de données, on peut entamer l'exécution. Et voilà, on travaille avec un rythme correct. Et une fois qu'on a un livrable, on est sûr qu'on va le tester correctement. Bien sûr, parfois, on sait qu'on a on dérive.
Selon, parfois ça dépend de l'équipe, de l'environnement. Il y a plusieurs points qui peuvent influencer positivement ou négativement sur notre planning, mais on essaie, comme on l'a dit, on fait le suivi. Et lorsqu'on fait le contrôle et le suivi de notre projet, c'est pour trouver des solutions. Là, le contrôle de test est une activité récurrente. Cela implique la comparaison de l'avancement réel par rapport à l'avancement prévu et la mise en œuvre d'actions correctives si besoin. Comme j'ai dit, j'attends pas que l'équipe termine la conception et par la suite je dis « Ah, vous avez conçu que 60%. Et pourquoi on n'a pas réussi à avoir le 100%, mais le contrôle, je vérifie, je garde tout le temps le suivi et s'il est nécessaire, je vérifie le pourquoi. Le contrôle des tests oriente le test vers l'accomplissement de la mission, de la stratégie et des objectifs, incluant la réorientation des activités de test selon les besoins. Les réactions appropriées aux informations du contrôle dépendront des informations détaillées de planification de test. Là, par la suite, lorsqu'on va élaborer une stratégie de test ensemble, vous aurez une idée par rapport à comment on pense, on réfléchit, on décortique le projet et on le découpe pour respecter un planning bien défini. Aussi, lorsqu'on va faire la partie de reporting, vous allez savoir pourquoi on fait la partie de reporting et c'est quoi le but derrière. Par la suite, maintenant, on va voir l'analyse des tests. Là, on est en phase d'analyse de test. La partie d'analyse de test, c'est l'activité où on doit savoir ce qu'il faut tester. Ça, c'est très bien à retenir. Ça se peut que vous aurez une question. La phase de test, l'analyse de test, il correspond à faire quoi? C'est tout simplement de définir ce qu'il faut tester, le périmètre de ce qu'on va tester. Là, sous la forme des conditions de test, les conditions de test peuvent être identifiées par l'analyse de la base de test, des objectifs de test et des risques produits. Ils peuvent être considérés comme des mesures détaillées et les cibles décrivant le succès et devraient faire l'objet d'une traçabilité en amont vers la base de test et des objectifs stratégiques définis, incluant des objectifs de test et les autres critères de succès de projet ou des parties prenantes. Voilà. Lorsqu'on va faire l'analyse, on va juste analyser ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on teste et en se basant sur quoi? Dans la majorité des cas, on se base sur les risques qu'on a identifiés au niveau de projet et c'est là qu'on va par la suite entamer la partie de conception. Là, il y a un nombre de facteurs à considérer quand on décide du niveau de détail avec lequel spécifier les conditions de test. Il y a le niveau de test, le niveau de détail et de la qualité de base de test, la complexité du système ou de logiciel, les risques projets et produits, ça on l'a déjà vu au niveau de la certification fondation, mais je vais vous faire un rappel par rapport aux risques projets et produits. Les relations entre les bases de test, ce qui doit être testé et comment cela doit être testé, et aussi le cycle de développement logiciel utilisé, l'outil de gestion de test utilisé, le niveau de spécification et de documentation requis pour la conception de test, les compétences et les connaissances des analystes de test, le niveau de maturité des processus de test et de l'organisation dans son ensemble. Et là, la disponibilité de d'autres parties prenantes du projet pour répondre à des demandes. Là, lorsqu'on souhaite faire l'analyse, c'est tout simplement, on peut prendre soit les user stories ou les spécifications fonctionnelles, on va commencer à les lire, à savoir qu'est-ce qu'on va tester à partir de ces documentations. Et là, parfois, on a besoin des questions. On doit demander au business analyst. Si le business analyst n'a pas la réponse, il va demander aux parties prenantes. C'est pour cela qu'on a besoin de la disponibilité des parties prenantes, le client final, pour répondre à nos questions ou à nos questions à travers le business analyst. Si c'est le business analyst qui communique avec le client final. Aussi, par rapport avant qu'on passe à la conception, pour savoir qu'est-ce qu'on va concevoir, on a besoin des compétences et connaissances des analyses de test. On ne peut pas demander à une personne qui vient de faire une reconversion vers le test de prendre un sujet complexe sans l'aider ou le monter en compétence sur le sujet. On va lui demander d'analyser et de tirer les points qu'on va
qu'on va le concevoir. C'est pour cela qu'on a vraiment besoin des compétences et des connaissances des analystes de test. Aussi, comme on a dit, au niveau de projet, ça diffère d'un autre projet, comment on va l'utiliser, si on l'utilise en agilité ou pas, en DevOps ou pas. Tout ça, ça change l'utilisation de l'analyse, le temps qu'on consacre au niveau du sujet à un autre. D'un sujet à un autre, ça peut qu'on va consacrer plus de temps d'analyse qu'à un autre sujet. Mais ce qui est bien, si on prend plus de temps au niveau de pilotage, la planification, l'analyse de test, et si tout a été nickel, les documentations sont revues, correctes, le besoin, on le comprend parfaitement, les autres parties, ils vont être plus faciles. On est sûr qu'on va concevoir des cas de tests qui répondent aux besoins. On est sûr qu'on va exécuter des cas qui sont des cas de tests bien rédigés qui correspondent aux besoins. Et bien sûr, on va rédiger un bilan de test en se basant sur les résultats de notre exécution. Au niveau d'analyse de test, il y a certains avantages de spécifier les conditions de façon détaillée, inclus offrir plus de flexibilité pour relire d'autres livrables, par exemple les cas de test aux bases et objectifs de test, et ainsi offrir un suivi meilleur et plus détaillé pour un test manager. Contribuer à la prévention des défauts, comme discuté dans le syllabus niveau fondation, en se déroulant de la façon précoce dans un projet pour les niveaux de test le plus haut, dès que la base de test est définie éventuellement avant que l'architecture et la conception détaillée ne soient disponibles. Comme j'ai dit, on n'attend pas que le développeur réalise son développement, mais au fur et à mesure, dès qu'on a le besoin, on commence pour planifier, rédiger la stratégie, établir un plan de test, aussi commencer à analyser l'ensemble des documentations et par la suite, on peut commencer la conception et l'implémentation de tests. Ça nécessite du temps et ça, ce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas travaillé au niveau de test et c'est avec l'expérience que vous allez avoir ça, qu'ils l'oublient et pour eux, on attend que le dev termine pour qu'on puisse entamer notre partie. Non, on peut travailler en parallèle, chacun ses phases et la partie d'exécution, comme j'ai dit, c'est l'étape avant-dernière. Il ne nous reste que de finaliser les bilans après l'exécution. Du coup, il y a pas mal de phases qu'on peut les faire avant d'exécuter les tests. Il y a pas mal de personnes qui disent non, on laisse qu'une seule campagne de tests, c'est les mêmes tests. Une fois que le dev, ils vont réaliser ces tests, on va les exécuter. Mais non, d'un projet à un autre, d'un lot à un autre, même si c'est le même projet, on le découpe. Sûrement, on a ajouté des fonctionnalités, on a supprimé des fonctionnalités. Il y a des noyaux au niveau de projet qui sont crédibles, qu'on doit les tester, s'assurer que fonctionnent correctement. Il y a parfois qu'on doit rajouter des tests de performance, effectuer des tests de sécurité, s'assurer qu'il y a les flux qui fonctionnent. Il y a une communication parfois avec d'autres plateformes, même en externe à notre système. Le cas pour les personnes qui sont déjà travaillées avec les administrations. Moi, j'ai travaillé avec l'administration ici en France. Et on a des plateformes qui doivent communiquer avec les finances publiques. On n'a pas accès à des finances publiques, mais quand même, on fait des appels à des API. Aussi à des banques, le contexte, c'est secret, des confidentiels, je peux pas vous donner le nom de l'administration et tout, mais voilà. On a le concept, voilà, on vérifie les données des clients au-delà de notre plateforme, même avec des plateformes externes, et on doit s'assurer, si on fait des modifications, on doit s'assurer avec ces modifications, est-ce que le système continue à fonctionner sans anomalie. Du coup, on va retester les tests de non-régression, mais quand même, on a rajouté des fonctionnalités. On doit tester ces nouvelles fonctionnalités. C'est pour cela, à chaque phase, on analyse, on rajoute des tests, on va les concevoir et par la suite, on va les exécuter au niveau de l'étape de l'exécution. Il faut juste retenir un point qui est essentiel. Ici, au niveau de la certification test manager, il faut se mettre à la place de test manager et non pas au testeur. C'est le test manager qui va guider, suivre l'activité de l'ensemble des testeurs. Du coup, lorsqu'on va voir l'exécution de test, c'est pour vous, vous ne devez pas la voir tant que vous allez exécuter des tests, mais c'est une étape
que vous devez faire le suivi de l'exécution de test. C'est pas vous qui va exécuter, mais vous allez garder un œil sur l'avancement de l'exécution de test. Voilà les points qu'on a abordés par rapport à l'analyse de test. Et par la suite, on va voir la conception et par la suite, l'implémentation de test. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous ai présenté une bonne partie de la certification Test Manager. Bien sûr, comme j'ai dit, la totalité de la formation, vous allez le trouver en lien en bas. Vous pouvez prendre la formation et vous serez en contact avec moi tout en préparation, que ce soit de la certification et même lorsque vous voulez préparer pour un poste de Test Manager et aussi durant votre mission en tant que Test Manager. Si vous avez la moindre question ou demande, vous pouvez m'envoyer un message et je traite votre demande. Et n'hésitez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne, comme ça YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. Et aussi en plus, avant que j'oublie, il y a aussi d'autres formations à part la certification Test Manager, que ce soit dans le domaine du test logiciel, l'automatisation, les tests de performance. Vous pouvez juste vérifier au niveau de mon profil et vous allez avoir l'ensemble des formations qu'on propose.